Désolée, ça réagit pas trop. Voilà, c'est bon. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jessica Meunier. Je suis doctorante au sein de Beehive dans le WP3 et le WP4, ainsi que dans l'unité de recherche en sciences de l'ostéopathie de la Faculté des sciences de la motricité de l'Université libre de Bruxelles. Donc, je vais vous présenter les premiers résultats d'une recherche qui s'intéresse au point de vue des patients concernant les complexités liées aux douleurs chroniques. Et donc, pour réaliser cette étude, j'ai collaboré étroitement avec Dalis Aurélie, étudiante à la Faculté des sciences de la motricité de l'ULB, avec Céline Mailleux de l'École de santé publique de l'ULB et Anna Bengochia de la Faculté des sciences de la motricité de l'ULB. Alors, pour recontextualiser un petit peu, la douleur est un phénomène neurophysiologique complexe, multidimensionnel, subjectif et propre à chacun. Les douleurs chroniques sont souvent décrites comme des douleurs qui durent depuis plus de 3 mois et qui sont influencées par des facteurs sociaux, économiques, psychologiques et médicaux. Ici, dans cette étude, nous nous intéressons plus particulièrement aux douleurs chroniques dites neuromusculosquelettiques. Donc, c'est des douleurs de type au niveau du système articulaire, musculaire, des fascias et des douleurs de type névralgie comme les fameuses sciatiques. Et donc, ce ne sont pas des douleurs référées de différents systèmes comme notamment les douleurs cancéreuses. Donc, quelques chiffres, ces douleurs chroniques neuromusculosquelettiques seraient présentes chez 19% des Européens, dont 23 à 24% des Belges, ce qui représenterait la 4e prévalence la plus élevée des pays d'Europe. En 2019, donc, au sein de Beehive, nous avons réalisé une enquête auprès de la population et des professionnels de santé et on leur a notamment demandé quels étaient pour eux les facteurs susceptibles de rendre une situation complexe. Donc, ils ont pu répondre plusieurs facteurs à la fois. Et donc ici, sur le graphique, vous pouvez voir en vert les pourcentages de réponse des patients, donc des usagers du système de soins, et en bleu, les réponses des professionnels de l'aide et des soins. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les patients, 20% des patients ont répondu les douleurs chroniques, 16% des patients l'évolution imprévisible et 13% des patients la multimorbidité, donc le fait d'avoir plusieurs troubles de santé à la fois. Cependant, du coup, les professionnels, quant à eux, ils ont décrit dans 14% des cas les difficultés psychologiques, dans 13% des cas l'accessibilité des soins, aux soins qui étaient plutôt difficiles, et dans 12% des cas, les lieux de vie des patients qui étaient inadaptés. Et donc, tout ceci, ça nous permet en fait de voir qu'il y a une nette différence de perception entre les professionnels de l'aide et des soins et les patients par rapport du coup aux facteurs de complexité. Donc, nous, dans une étude qu'on a menée, on s'est intéressé plus particulièrement du coup à savoir comment les douleurs chroniques peuvent-elles engendrer des situations de vie complexes. Donc, cette étude qualitative a démarré en novembre 2019 et continue encore aujourd'hui. Les données sont issues de plusieurs entretiens individuels et que nous avons menés grâce à l'aide d'une grille d'entretien qui, comme avec des questions ouvertes de type pouvez-vous nous décrire votre situation actuelle? Comment vous sentez-vous actuellement? Pouvez-vous me parler de la place des douleurs physiques, corporelles dans votre vie? Donc, par la suite, nous avons analysé les résultats à l'aide de la grounded theory ou théorisation ancrée que Céline et Léa vous ont présenté précédemment. Et donc, pour rappel, c'est le fait de confronter les théories qui vont émerger de ces entretiens avec un retour sur le terrain pour justement voir si ces théories s'intègrent dans différentes situations. Donc, du coup, les résultats, ici, je vous présente les résultats pour 12 interviews, donc 12 personnes que nous avons interviewées, dont 8 femmes et 4 hommes, qui avaient entre 25 et 54 ans et qui étaient recrutés via des neurochirurgiens, médecins généralistes, via des ostéopathes et via le bouche à oreille. Donc ici, je vais vous présenter les facteurs qui ont vraiment émergé comme étant centraux pour les patients. Il y a d'autres facteurs du coup un peu plus secondaires, mais je n'aurai pas le temps de tout développer ici parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et donc là, je vous présente du coup tous ces facteurs en 4 grandes catégories. Donc les facteurs liés aux douleurs en elles-mêmes, les facteurs liés au parcours de soins, ceux liés à l'impact multidimensionnel des douleurs et les facteurs liés à la gestion de la douleur. Donc, concernant les facteurs intrinsèques à la douleur,
ce qu'on peut voir dans de nombreux entretiens, c'est le fait que la douleur ne soit pas quelque chose de visible. Et donc, on peut voir que Maxime décrit que lui, il doit toujours convaincre les gens qu'il a mal. Et donc ça l'embête fortement. Guillaume, quant à lui, dit: c'était assez compliqué, même mentalement. Il y a un moment, je ne savais plus trop si c'est une douleur que l'on invente nous-mêmes ou si c'est réel. Et donc, ceci amène vraiment cette difficulté, soit de devoir convaincre les autres, soit le fait de douter de soi-même et de ce qu'on ressent. Parallèlement à ça, il y a le fait que la douleur soit quelque chose qui n'est pas mortel et qui ne remet pas forcément l'espérance de vie en question. Et donc, Sarah nous illustre bien ça en disant: les médecins disent oui, mais vous devez être contente. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de tumeur. Et elle a dit que c'est quand même très grave pour elle de devoir vivre avec ça et de devoir gérer la douleur. Quant à elle, Émilie dit: je ne vais pas mourir de ça, mais je vais mourir avec ça. Et donc là, on peut voir qu'il y a une espèce d'opposition de perception entre les professionnels de la santé et les patients par rapport au fait que les professionnels ont l'impression que c'est pas si grave que ça parce que c'est pas mortel, tandis que les patients expriment que pour eux, c'est vraiment compliqué de gérer ça au quotidien et de vivre avec ces douleurs. Parallèlement à ça, du coup, mince, excusez-moi, mais je ne vois pas la citation. Du coup, il y a une autre patiente qui décrit qu'il y a une amie à elle en fait, qui a eu un cancer du sein en même temps qu'elle, elle était en arrêt maladie et que sa collègue disait que pour elle, tout le monde était horrifié pour elle qu'elle ait un cancer, tout ça, elle lui demandait de ses nouvelles, tandis que pour la patiente qu'on a interrogée, le fait qu'elle ait des douleurs, que ce soit quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu. Et donc ça ressort comme quelque chose de très central, le fait que les douleurs ne soient pas reconnues à la fois par la population, mais à la fois par le système de soins. Donc, au niveau de ce qui est intrinsèque à la douleur, il y a aussi 2 choses qui ressortent. C'est le fait que les douleurs puissent être récurrentes, donc avec des phases aiguës et des phases de repos. Et ceci semble difficile à intégrer dans la vie des patients. Et donc, le fait de d'un coup avoir des douleurs très fortes qui vont durer un certain temps, puis ne plus rien avoir du tout. Parallèlement à ça, il y a des personnes qui ont des douleurs qui sont constantes, vraiment omniprésentes. Et donc ça, Sarah l'illustre bien en disant j'arracherais bien mon omoplate pour essayer que ça se calme. J'ai l'impression d'être Jésus sur la croix. Tellement j'ai mal, je vais surtout, moi, sauter par la fenêtre. Et donc là, les patients arrivent vraiment à une sorte de saturation qui devient vraiment insupportable et qui entraîne du coup une détresse psychologique. Concernant le parcours de soins, donc ça, c'était quelque chose de très central aussi dans les entretiens qu'on a effectués. Il y a plusieurs facteurs qui semblent complexes, notamment l'errance médicale. Et donc ici, Sophie décrit: surtout, c'est moi qui dois chercher pourquoi j'ai mal. Ça me fait chier, ça, vraiment, excusez-moi du terme. Faire 50 médecins comme ça. Et donc, il y a vraiment ces patients qui vont chercher par eux-mêmes, trouver des spécialistes, savoir qui aller voir, trouver le bon thérapeute, entre guillemets. Et il y a d'autres personnes qui signalent qu'elles se font trimballer de service en service, de thérapeute en thérapeute, d'examens médicaux en examens médicaux. Et tout ceci rend vraiment le parcours assez compliqué. Parallèlement à ça, il y a aussi l'accessibilité aux soins qui semble difficile. Et Sarah dit qu'un point hyper négatif de la médecine, c'est de devoir attendre autant de temps pour prendre un rendez-vous. Parce que du coup, on perd du temps pour se soigner. Et c'est vrai qu'au lieu d'être en maladie 4 ans, j'aurais peut-être pu diminuer par 2 ou par 3 le temps de maladie si j'avais eu tous ces rendez-vous qui s'étaient suivis. Et donc là, on peut se poser la question justement, est-ce que cette longue attente entre les différents rendez-vous pour voir des spécialistes, pour avoir des examens complémentaires, est-ce que ça ne retarde pas justement un bon accompagnement, entre guillemets, et est-ce que du coup, ça n'entraînerait pas une aggravation de la situation et de la chronicité? En tout cas, c'est une question qu'on peut se poser. Il y a un autre facteur qui ressort et qui est assez central, c'est le manque d'écoute et de vision globale du corps médical. Et donc, notamment, ici, un patient décrit qu'il a dû faire plein d'échographies, il s'est fait trimballer de service en service, il a dû faire un scanner complet, tout ça pour qu'au final, on lui dise: «Non, mais finalement, vous n'avez rien, c'est peut-être juste dans votre tête, c'est une douleur fantôme, il va falloir vivre avec». Et donc ça, c'est vraiment difficile à entendre pour les patients et ça crée une certaine forme, enfin, on observe du coup une forme d'opposition entre la parole du patient
entre ce qu'il ressent et la sacralisation un petit peu des examens médicaux et notamment des imageries médicales par les professionnels de la santé. Un autre facteur qui est ressorti lors des entretiens, c'est cette évolution incertaine. Le fait que du coup de ne pas savoir comment la situation et quand est-ce que va évoluer et quand est-ce que les douleurs vont s'arrêter. Et donc ça entraîne un sentiment de peur de l'aggravation de la situation, la peur de devoir toujours vivre avec et la peur de l'impact financier que cela va avoir. Il y a aussi du coup l'attente d'un diagnostic et donc là Sarah décrit quelque chose, donc je vous lis la citation. Il n'y a pas de nom pour les douleurs, ça ne se voit pas, quoi. Ça fait peur le cancer, qu'un mal de dos, ça touche. Les gens se disent, en même temps, on a tous mal au dos. Donc, tant qu'on n'a pas mis un truc plus spécifique dessus, c'est pour ça qu'au début, la mutuelle m'a vraiment fort embêtée, parce que ce n'est qu'un mal de dos. Donc, à partir du moment où le rhumato a commencé à mettre un peu des noms de pathologie, comme la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde psoriasique, ils m'ont un peu moins embêtée, ils ont été plus gentils. Et donc là, on a vraiment la sensation que s'il n'y a pas de diagnostic posé, de diagnostic clair et net, du coup, il y a une difficulté de reconnaissance, donc là, ici, par les mutuelles, mais aussi par l'ensemble des professionnels de la santé et la population aussi en général et l'entourage. Un autre facteur de complexité, c'est aussi les nombreux soins. Donc, quand les personnes ont des douleurs chroniques, en plus de ça, ont peut-être d'autres pathologies autour, et bien, du coup, elles vont avoir un grand nombre de soins et beaucoup de rendez-vous médicaux à gérer. Cette organisation est exprimée comme difficile pour plusieurs patients. Ensuite, du coup, il y a des facteurs multidimensionnels, en fait, un impact multidimensionnel de la douleur, donc qui est assez régulièrement décrit, donc tout ce qui va être l'impact psychologique, la détresse, l'irritabilité, la fatigue, tout ce qui va être les incapacités physiques et donc impacter la vie au quotidien, donc avec une diminution de l'activité professionnelle ou un arrêt total, avec du coup une difficulté des tâches ménagères, des loisirs, etc. Un autre impact, c'est le regard des autres. Ce qui est difficile, c'est de se sentir jugé ou de voir son entourage qui est lassé de la situation et des douleurs. Et donc, tout ceci entraîne de temps en temps et assez régulièrement même des isolements. Donc, les personnes s'isolent, deviennent plus casanières ou préfèrent fuir les situations sociales pour ne pas se mettre en danger ou embêter les autres. Du coup, la dernière catégorie, c'est tout ce qui concerne la gestion de la douleur. Et donc là, il y a des difficultés dans l'autogestion de ces douleurs. Et donc, notamment, le fait de devoir se mettre des limites. Ça semble compliqué pour les patients parce que c'est une adaptation constante. Il faut être en résilience. Et surtout, ils ne se sentent pas vraiment accompagnés d'avoir des conseils justement sur quelles limites il faut faire, quelle douleur est légitime et quelle douleur n'est pas légitime, dans quel cas il vaut plus prendre des médicaments, quoi. Et donc, notamment, il y a aussi cette gestion des antalgiques qui est compliquée avec tous les effets secondaires qui en découlent. Et donc, des personnes préfèrent subir, entre guillemets, les effets secondaires pour diminuer la douleur. Par contre, d'autres décident de ne pas prendre les antalgiques et des fois ne le disent même pas à leur médecin de peur de leur réaction. Mais du coup, car les effets secondaires sont trop importants. Donc, pour conclure un petit peu, donc les points clés, ce qui ressort du point de vue des patients, donc c'est que les douleurs chroniques ne sont pas reconnues et du coup, il y a vraiment un sentiment de solitude et de souffrance. Et donc ça, on peut faire un parallèle aussi avec ce qu'on a dit au tout début de ce que je vous ai présenté par rapport à l'enquête de Beehive, où les douleurs chroniques, dans 20% des cas, étaient vraiment importantes pour expliquer la complexité. Aussi, les douleurs chroniques, du coup, peuvent entraîner une errance médicale. On peut aussi se poser la question de si les longs parcours de soins, la complexité du parcours n'entraînerait pas aussi des situations avec des douleurs chroniques, en fait, et pourrait justement aggraver les douleurs ou même les créer. On voit aussi que, du coup, les douleurs chroniques entraînent un impact multidimensionnel sur la vie des gens, du coup, ce qui crée des situations complexes. Mais du coup, on sait aussi que la complexité est liée à différents facteurs multidimensionnels et notamment pourrait du coup entraîner plus facilement le développement de douleurs chroniques.
Donc, pour parler de l'autogestion, donc des douleurs chroniques, on a vu que c'était difficile. Et on peut voir aussi qu'il y a un lien avec le fait qu'elles ne soient pas reconnues. Du coup, les personnes se sentent plus seules à devoir les gérer. Et du coup, cette autogestion n'est pas toujours très bien vécue. Et donc, on peut se poser la question aujourd'hui de comment la première ligne d'aide et de soins peut-elle aider les personnes vivant ce type de situation. Et donc, pour la suite, on souhaite s'intéresser à des situations qui ne sont pas représentées ici ou peu représentées ici, notamment des personnes ayant des origines culturelles autres que la Belgique, autres que belges, ayant des situations socio-économiques plus défavorables et avec un recrutement plutôt par plusieurs réseaux un peu plus variés, notamment les associations de patients, des dents proches et tout le réseau de BI. Voilà, donc aujourd'hui, on a déjà complété un peu avec 8 nouveaux entretiens. Et aujourd'hui, du coup, je peux vous poser la question peut-être, est-ce que vous avez des exemples de cas, de situations qui pourraient confirmer, infirmer ou compléter cette analyse? Voilà, je vous remercie de votre attention.